normalement provisoire, mais accepté plus ou moins par la société civile et politique. Parce que vous savez, le gouvernement provisoire ne peut pas prendre de mesures, mais ce qu'il peut faire des propositions. Alors ça a été plus ou moins discuté à tous les niveaux de la société, et pour créer une instance nationale indépendante pour la réforme de l'information et de la communication. Et dans cette instance, nous sommes à peu près 5-6. Bon, vous connaissez les membres, c'est pas du tout confidentiel. Il y a Kamel Hamid qui est président, qui a été rappelé d'ailleurs des USA pour prendre en main la présidence. Il y a Rida Kefi qui dirige le fameux site Capitaliste, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui a été également correspondant de Jeune Afrique, l'Expression, tout ça. Il y a une blogueuse que vous connaissez probablement, Lina Benmeni. Bon, vous avez aussi le secrétaire général du syndicat des journalistes, Neji Brouli, qui fait partie également de l'instance. Il y a également, comment il s'appelle, Hicham Suissi, également un journaliste connu, respecté par la profession, qui a été également choisi. Et une femme juge, qui avait partie des premiers juges fondeurs, qui avait créé l'association indépendante, par la suite cette association a été dissoute, etc., qui s'appelle Kelfoum, j'oublie son nom, bref, qui fait partie également de l'instance. Kanou, voilà, Kelfoum Kanou, qui fait également partie de l'instance. Et nous essayons tant bien que mal de travailler, mais je tiens à vous dire, alors la mission qui nous a été confiée, et tenez bien, prêtez-moi votre attention. Il nous était demandé de faire des réformes sur la presse électronique, toute la presse électronique, la presse écrite, revoir totalement le secteur de la radio, de la télévision, revoir le statut des journalistes, plus réexaminer tous les sondages d'opinion, les études d'audience en Tunisie, parce qu'ils sont réglementés par une loi. Là, c'est des chantiers qui sont inimaginables. Moi, en tout cas, à ma portée, je ne peux pas les faire. Donc, à partir de là, nous avons longuement discuté entre nous. Nous avons discuté également avec différents représentants, et toute la difficulté, c'est qu'il y a une confusion totale sur nos tâches. C'est-à-dire, à longueur de journée, vous voyez des gens venir nous harceler, je veux une radio, je veux une télévision, mais entendons-nous bien. Premièrement, nous sommes une instance consultative, provisoire. D'ailleurs, même le terme instance me dérange quelque part, c'est une commission plutôt. Nous sommes là pour apporter des propositions de manière à revoir, réexaminer ce secteur de l'information et de la communication et de le rendre, je dirais, plus compatible avec cette transition démocratique. Ce qui n'est pas évident. Alors, on ne peut pas se permettre de donner des autorisations de radio et télévision, comme je vous l'avais dit, alors qu'on ne dispose même pas de cadre juridique. J'ai discuté avec Sylvain qui me dit, mais au nom de quel droit vais-je vous donner à vous et refuser aux autres? D'autant plus que les spectres de fréquence sont très limités en Tunisie. Et là, ça pose un problème. Et deuxièmement, qui va accorder ces autorisations? Normalement, c'est des instances, comme il existe en France, de régulation publique. C'est-à-dire le CSA. Or, on n'en dispose pas encore en Tunisie. Il faudrait qu'il y ait une instance élue, crédible, reconnue d'utilité publique, qui va agir comme une autorité administrative. Vous avez compris? Ça, c'est une culture nouvelle. Alors, à partir de là, nous avons défini 3 missions. 3 missions qui nous semblent, en tout cas, fondamentales, essentielles à l'heure actuelle. Première mission, qui est nécessaire, c'est que vous devez savoir que dans tous les pays démocratiques, il ne doit pas exister de médias gouvernementaux. La notion de médias gouvernementaux doit complètement disparaître. Et tout le défi auquel on se trouve confronté en Tunisie, c'est comment assurer le passage de médias gouvernementaux, tels qu'ils existent, à des médias réellement publics. C'est-à-dire comment faire en sorte à ce qu'on arrive à insuffler dans la mentalité et la culture, pas seulement des journalistes, mais même des décideurs, cette notion de médias publics. Et qui des médias publics, c'est-à-dire vous avez un devoir de reconnaissance vis-à-vis de public. Et cette notion de médias publics, généralement, est subordonnée à la notion de service public, qui n'est pas du tout connue dans notre culture en Tunisie. C'est-à-dire un média public a un rôle de service public qui doit rendre. Et ça, normalement, ça doit transparaître dans les cahiers de charges, également, même si possible, dans une loi. Et nous sommes actuellement en train de discuter, on était il y a une semaine à l'agence du service de presse, la principale agence de presse, il y a un flou total. Il y a un flou total parce que les journalistes même ne réalisent pas qu'ils peuvent, d'objets qu'ils étaient jusque-là, devenir des acteurs au sein de leur entreprise. Par exemple, vous avez dans plusieurs entreprises de presse en Tunisie, tenues généralement par des grands financiers, il existe ce qu'on appelle des sociétés de rédacteurs. Pourquoi la société de rédacteurs? C'est-à-dire les journalistes tiennent à faire comprendre aux propriétaires des entreprises qu'il y a une délimitation.
entre le gain économique et financier et la spécificité du travail journalistique, qui peut être fait que par les journalistes lui-même. D'où l'importance de cette société de rédacteurs. Or, toutes ces notions, ces cultures, ces chaînes demeurent encore totalement inconnues en Tunisie. Et nous devons assurer cette transition de médias gouvernementaux à des médias réellement publics, c'est-à-dire qui doivent assumer cette notion de service public. Donc, premier défi. Deuxième défi, c'est tout ce qui tourne autour du secteur de l'audiovisuel. Il est même indispensable d'aménager un cadre juridique et de prévoir des mécanismes d'application de ce cadre juridique. Et ces mécanismes d'application ne peuvent venir que par la création des instances de régulation. Des instances de régulation de l'audiovisuel. Il en existe, alors je tiens à vous dire qu'il n'y a pas seulement l'exemple de la France, du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais il existe également d'autres exemples dans les pays anglo-saxons, même en Afrique également, qui ont connu des transitions démocratiques ces dernières années, vivent les mêmes situations. Donc on est en train de nous imprégner de différents modèles, de différents exemples, et de voir quel est le modèle qui s'appliquerait le plus à notre réalité sociologique en Tunisie. Et enfin, le troisième défi qui nous pose problème, et là je vous demande de réfléchir avec nous, comment organiser les médias en pleine campagne électorale qui va démarrer bientôt. Comment faire en sorte à ce que les principes d'équité, de respect, de toutes les opinions soient réellement garantis et appliqués sans qu'il y ait des formes d'injustice ou de discrimination. Ce ne sera pas évident. Pourquoi? Parce que là, il y a un gros paradoxe. Il y a un gros paradoxe qui gêne beaucoup, je dirais, tous les acteurs de cette transition démocratique. C'est que qui dit révolution, normalement, dit rupture. Rupture avec le passé, rupture avec les hommes du passé. Ce qui n'est pas le cas en Tunisie. En Tunisie, on cohabite. On essaye de faire du nouveau, mais avec les anciens. C'est-à-dire, toute la question, aujourd'hui, les seuls médias qui existent sont des médias gouvernementaux et les médias privés qui ont été créés du temps de Ben Ali. Évidemment, leur discours est complètement changé. Aujourd'hui, plus Ben Ali que moi, tu vois. Alors, c'est devenu... non, je me disais, d'ailleurs, mais où étaient-ils ces gens-là? Mais j'aurais bien voulu les voir en 1995, en 2002, quand on avait ce putsch constitutionnel contre la Constitution. Mais étaient-ils? À l'époque, on avait initié une pétition pour récolter 250 personnes à aller sauver ce tribunal. Pour voir 250. Et non pas les personnes que je n'ai jamais signées, ou bien j'ai lu la première ligne seulement, etc. etc. Or, subitement, je constate 10,5 millions de Tunisiens se découvrir des vertus d'opposants. Mais c'est merveilleux tout ça. Moi, j'aimerais bien que chacun de nous fasse un examen de conscience aussi. Au moment où il fallait être là, mais où étiez-vous? Et ce qui me gêne, ce n'est pas le fait. Évidemment, je suis ravi. Mais je me dis, je n'aime pas tout ce qui est facile. C'est-à-dire tout ce qui change subitement. Moi, ça me gêne quelque part, parce que je dis que probablement demain, si un pouvoir autoritaire finira, peut-être même par des moyens démocratiques, à s'emparer du pouvoir, j'ai bien peur de trouver autant de Tunisiens pour l'appuyer aussi. Donc je préfère, avant de dire oui, avant de dire ça, faisons notre examen de conscience. Et disons-nous qu'à cette époque-là, ce que j'aurais dû faire, même si je ne le fais pas, au moins dans mon entourage, auprès de mes parents, auprès de mes amis. Pourquoi cette fameuse pétition de mai 2002, qui était catastrophique, ce putsch constitutionnel qu'avait fait Ben Ali, pourquoi elle n'a récolté que 265 personnes seulement? Pourquoi il n'y avait pas 500 000, 10 000, 15 000 personnes? Posons-nous la question sans pour autant entrer dans un esprit revanchard. Alors, je ne suis pas du tout dans cette logique, au contraire. Mais je le fais, c'est pour prévenir contre les risques qui peuvent subvenir pour l'avenir de ce pays. Et le seul moyen, c'est d'être fort, mais le faire dans la sérénité totale. Ça me tient à cœur. Donc toute la question qui se pose pour nous, le grand défi, c'est comment organiser les médias pendant la période électorale qui va commencer prochainement. Comment faire en sorte à ce que chaque média respecte ce code de bonne conduite. Pas pour l'intérêt du média, pour l'intérêt du pays, ce que j'arrête pas de dire aux journalistes. Actuellement, il ne faut pas avoir l'intérêt particulariste. Moi, je m'en fous de l'intérêt particulier. Je vous avoue que je cherche même plus à étaler mes affinités politiques, c'est pas le moment. Ma seule affinité, ma seul intérêt, c'est l'intérêt de ce processus démocratique. Et là, je termine en vous disant, je vous assure, parce que l'autre fois, je ne sais pas sur quelle chaîne de télévision française, on me disait, est-ce que vous êtes optimiste? J'ai réfléchi, j'ai dit, je vous assure, ce qu'on a vécu le 14 janvier, c'est un rêve. C'est un rêve qui subitement s'est réalisé. Donc, je ne peux qu'être optimiste, quels que soient les défis qui se posent. Parce que je n'ai pas d'autre alternative. Je n'ai pas d'autre alternative qu'être optimiste.
Donc faisons en sorte à ce qu'on oublie pour un peu les intérêts particularistes, les intérêts de telle formation politique, les intérêts et regardons l'intérêt de ce processus démocratique. Je vous assure, et c'était le grand défi, je termine par là parce que j'ai trop accaparé la parole, quand j'étais souvent dans des réunions, des colloques scientifiques avec des spécialistes de la science politique, et quand on parlait de démocratie, très souvent, on nous ressortait cet argument culturaliste, comme quoi un régime arabo-musulman ne pourra jamais se démocratiser. Alors on sortait les fameuses thèses du choc de civilisation, donc je me sortais aussi là. Mais j'en avais marre, je dis mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre un régime démocratique? Vous savez, soit la culture, soit la religion, soit la mentalité, la géographie. Et là je me dis mais c'est pas possible, mais c'est raciste ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il y a de moi, Tunisien, par rapport à vous, Français, par rapport aux Britanniques, par rapport aux Américains? Et là nous venons de leur apporter un démentissement. Donc ce que je vous demande à vous tous, et je m'adresse à vous, la jeunesse, faisons en sorte à ce que ce processus réussisse et apportant la preuve qu'une démocratie peut germer dans un pays arabo-musulman. Et merci de votre attention.